Les cartes blanches de l'INP. Mesdames et messieurs, cher public des manifestations culturelles de l'Institut national du patrimoine, nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour une carte blanche qui est proposée à Christophe Pomian à l'occasion de la parution du deuxième volume de son Histoire mondiale des musées, Le musée, une histoire mondiale. Christophe Pomian, bonsoir. Bonsoir. C'est un très grand plaisir et un grand honneur pour l'Institut national du patrimoine de vous accueillir ce soir dans ses murs. C'est réciproque. Vous nous disiez en arrivant que vous aviez eu le bonheur d'être membre du jury de l'INP il y a quelques années. Oh, plusieurs années. Plusieurs années. C'est donc pour vous un retour dans une maison que vous connaissez un peu. Un peu, mais depuis, beaucoup d'eau a passé sous les ponts de la Seine, donc des choses ont changé certainement. Parmi les choses qui ont changé, il y a le fait que ce soir nous nous retrouvons en tout petit comité pour discuter avec vous et pour vous écouter. Nous sommes encore masqués. Nous espérons que bientôt nous pourrons tous nous retrouver sans masque et que nous pourrons retrouver les musées, puisque cela est prévu très prochainement. Peut-être pour commencer, quel est le regard que vous portez sur la vie des musées aujourd'hui dans ce monde confiné? Bon, dans ce monde confiné, je suppose que les musées profitent de l'absence du public pour faire beaucoup de choses qu'on doit faire de toute manière et qu'il est plus facile de faire dans ces circonstances. Mais le vrai problème, ce n'est pas la vie des musées dans le monde confiné. Le vrai problème, c'est la suite. C'est la suite, ce sont les conséquences de la pandémie et du confinement, de tous les changements des profondeurs variables selon les pays que ces événements ont introduit dans la vie des musées. C'est certainement différent dans le cas des musées nationaux français et dans le cas des musées américains. Mais en tout cas, je pense qu'aucun musée ne sortira complètement indemne de cette expérience que nous venons de vivre. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un livre, d'une somme que vous publiez aux éditions Gallimard, dans la collection La Bibliothèque illustrée des histoires. Mais peut-être avant de parler de cet ouvrage, dont 2 tomes déjà sont publiés, j'aimerais revenir avec vous sur quelques éléments peut-être de votre parcours. Vous êtes philosophe, vous êtes historien, vous avez fait votre formation dans votre pays natal, la Pologne, puis vous êtes venu en France au début des années 1970. Votre œuvre a été publiée d'abord en polonais, puis en français. Vous avez continué aussi à publier dans votre langue maternelle. Et alors que vous étiez au départ philosophe, vous êtes devenu historien. Qu'est-ce que cela signifie pour un philosophe de devenir historien? De passer de l'abstraction à des choses si contingentes, si concrètes? D'abord, je dois dire que je n'ai jamais voulu séparer l'histoire de la philosophie. Et que quand j'étais reçu à la fac des philo, mon premier pas était d'essayer de m'inscrire aussi à la fac de l'histoire et de faire les deux. L'époque n'était pas du tout propice à ce genre d'opération. Il fallait pour ça ni plus ni moins mais la permission du ministre de l'enseignement supérieur. Je suis allé donc voir les doyens de ma faculté, je suis allé voir les doyens de la faculté d'histoire et je crois un vice-recteur de l'université pour envoyer une humble demande de permission de suivre les enseignements dans les 2 facultés. Ce qui m'a été refusé par une lettre du ministre d'une brièveté toute spartiate,
Je ne vois pas, écrivait-il, les besoins pour l'étudiant Pomian d'étudier en même temps la philosophie et l'histoire. Bon, c'était catégorique, c'était un niet. Mais c'était tout à fait dans l'esprit de l'époque. Il faut expliquer, si vous permettez, cette anecdote, que nous vivions à l'époque dans une période de la discipline socialiste des études et qu'en retard de 5 minutes au cours, vous valez une commission de discipline. Donc l'idée qu'on puisse être dans les deux facultés et on ne saura plus exactement où vous êtes parce que vous avez des cours ici et là, je pense que ça effrayait complètement nos bureaucrates. Donc, j'étais interdit d'histoire. Je me suis arrangé pour aller dans les peu de temps libre que nous laissaient les études de philo. En fait, à partir de la deuxième année, en première, c'était même pas possible. Pour suivre un séminaire chez les historiens. Et donc, c'était, pour ce qui est de l'enseignement formel de l'histoire, c'était ça. Mais là, j'ai montré vraiment, je pense que je suis prêt à beaucoup pour cette discipline, parce que j'ai suivi un séminaire d'histoire militaire de la Pologne au XVIIe siècle, qui m'a valu de lire quelques livres parmi les plus ennuyants livres d'histoire jamais écrits. En tout cas en polonais, mais je pense que dans d'autres langues aussi. Mais je l'ai bravement lu, puisqu'il le fallait bien. Sauf qu'une seule fois, je me suis endormi à la bibliothèque universitaire et j'ai été réveillé par les bibliothécaires extrêmement honteux, tout rouges, pour avoir commis ces péchés contre l'esprit. Venons-en maintenant un petit peu à votre parcours d'historien. J'aimerais qu'on essaye de replacer cet ouvrage en plusieurs volumes que vous publiez aujourd'hui dans un parcours qui vous a déjà souvent amené à effleurer le sujet, à l'aborder de différentes manières. Je pense par exemple à des saintes reliques à l'art moderne, ou collectionneurs amateurs et curieux, et peut-être aussi un livre qui est moins accessible pour le lectorat français, mais que vous avez publié en allemand, Der Ursprung des Museums. Je crois que c'était en 1988. Oui, mais ça existe. Ce sont 3 articles qui existent en français, tous les 3, qui ont été réunis dans ces petits volumes allemands. Mais que fait-on quand on ne peut pas étudier l'histoire et que la philosophie qu'on est venu étudier en tant que telle ne se présentait pas, comment dirais-je, de la manière la plus attrayante. Je n'avais aucune envie de me spécialiser dans la logique. Et le matérialisme dialectique ne m'attirait pas non plus outre mesure. Mais il y avait heureusement l'histoire de la philosophie qui était enseignée par des gens tout à fait remarquables, qui sont devenus mes maîtres. Et donc, un beau jour, et c'est un moment, je pense, crucial, même dans la préhistoire de ces livres, quand j'ai terminé mon mémoire de maîtrise qui portait sur la pensée, sur l'idée de liberté dans la pensée de Jean-Paul Sartre, nous avons convenu avec mon directeur de thèse que je ne vais pas faire une thèse sur le XXe siècle. De toute manière, on trouvait que vraiment du sérieux, c'était le XVIIe, XVIIIe. Et mon directeur de thèse m'a dit comme ça, on était prendre un verre. C'était en même temps un ami. Il me dit, écoute, va voir Pierre Bell. Ça fait très longtemps que personne ne s'est intéressé à lui. Les derniers livres lui consacrés datent de 1905. À l'époque, c'était vrai, ce n'est évidemment plus vrai du tout. Il y a surtout les remarquables travaux d'Elisabeth Labrousse, mais beaucoup d'autres. Mais nous étions en 1957. Va voir. Ça devrait t'intéresser. Bon, il me connaissait bien, comme la suite des événements a montré. Je suis donc allé voir. Je connaissais des vues. Une œuvre de Bell, c'est-à-dire le dictionnaire historique et critique, 4 volumes in folio de moyens entre 800 et 900 pages à double colonne chacun. Il était dans la bibliothèque, dans notre bibliothèque de la fac.
J'ai reçu la permission de l'emmener chez moi parce que autrement c'était pas possible. J'ai donc pris un taxi, j'ai 4 énormes volumes avec lesquels il y avait tout un problème, où les caser dans un appartement varsovien qui n'était pas très grand. Je commençais à les lire et assez vite, j'y ai trouvé mon miel. Bon. En est sortie ma thèse de doctorat qui était consacrée, qui s'appelait d'une manière assez pathétique la naissance de la science historique moderne, l'école française d'érudition, 16e, 18e siècle, sauf que ma France était assez impérialiste. Elle s'étendait sur une partie de l'Italie, sur une partie de l'Allemagne. Donc, les frontières étaient plutôt floues. Dans le temps, c'était plutôt flou aussi, mais en tout cas, ça se terminait en effet au XVIIIe siècle. Donc, et c'est en écrivant cette thèse, en travaillant cette thèse, enfin pas en écrivant, en travaillant cette thèse, que je suis tombé sur une lettre de Claude Saumaise, un grand philologue français, mais qui était protestant et qui enseignait à l'université de Leyde aux Pays-Bas, où Saumaise parlait de sa visite chez un collègue qui lui a montré une petite collection d'antiquités qu'il avait, et la vue de cette collection, des objets dans cette collection, je ne me souviens plus des détails, a permis à Saumaise de comprendre un texte grec qu'il était en train de préparer pour l'édition, mais qui était corrompu évidemment, et qu'il ne comprenait pas complètement, où il y avait des passages pas clairs, et c'est en voyant cette collection qu'il a compris. Moi, ça m'a évidemment immédiatement fasciné parce que j'étais en train de travailler justement sur la manière de travailler des historiens à cette époque. Là, c'était quelque chose pour moi de complètement inattendu. D'habitude, on avait affaire à des gens qui lisaient des textes, à la critique des textes. Bon, c'est l'époque de la naissance d'ailleurs des grandes disciplines critiques de l'histoire, de la paléographie, entre autres de la diplomatique avec Mabillon, etc. Donc, cette histoire de collection, ça m'a frappé. Mais j'étais suffisamment déjà embarqué dans ma thèse pour me rendre compte que si je poursuis cette piste, je ne sais pas du tout où ça va m'amener. Et donc, prudemment, j'ai fait ce qu'un thésard intelligent fait dans une situation de ce genre. J'ai mis une note en bas de page en citant cette lettre, en disant c'est une piste extrêmement intéressante, je me réserve de la parcourir dans d'autres circonstances. Et bon, et ensuite, évidemment, ça m'est sorti de tête. J'ai travaillé sur le Moyen-Âge pendant assez longtemps. Donc pas du tout sur le XVIIe siècle, pas du tout sur les collections. Et puis, une série de hasards a fait que je suis tombé, je ne me souviens même plus, à la bibliothèque universitaire de Varsovie, je crois tout à fait par hasard, sur les musées des monuments français, les 8 volumes d'Alexandre Lenoir, que j'ai lus par curiosité, sans avoir quelque idée que ce soit de l'utiliser. Et puis, en effet, ça m'a assez engagé. Et donc, quand on m'a privé de mon poste à l'université, envoyé à la Bibliothèque nationale, au département des manuscrits, pour que ce soit là un peu isolé, n'exerce pas une mauvaise influence sur les étudiants, j'ai profité de ce qu'il y avait à la Bibliothèque nationale de Varsovie, donc, pour lire, toujours sans aucune intention précise, des livres qui peu ou prou touchaient à la problématique des collections, notamment les traités des pierres gravées de Pierre-Jean Mariette, qui est un livre qui a joué un rôle
assez important dans mon histoire. Voilà, puis je suis arrivé en France avec un projet de recherche tout à fait différent. D'ailleurs, il faut dire que si j'avais proposé l'étude des collections, je pense que le CNRS ne m'aurait jamais accepté parce que c'était l'époque où, quand je disais que je travaille sur les collections, on me disait alors quoi, tu t'occupes des collectionneurs des timbres-poste? Et il me fallait répondre que non, que d'abord les timbres-poste est une chose tardive, ça date des années 30 du 19e siècle. Et moi, je travaille plutôt sur les 17e, 18e. Mais ça suscitait un étonnement complet. Comment? C'est pas un sujet. Mais en fait, c'est devenu un sujet. Merci à vous. C'est comme toujours l'histoire de la sérendipité, un petit peu. C'est le hasard heureux de la recherche, finalement, qui vous a fait trouver cet objet. Oui, c'est-à-dire, il y a, comment dirais-je, rétrospectivement, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose, je ne sais quoi, qui me poussait dans cette direction, que j'ai fait tout pour ne pas y aller. J'essayais de m'occuper d'autres choses, je l'ai beaucoup fait d'ailleurs, et pourtant c'était comme si un ressort était là, que j'essayais d'appuyer non, et qui me renvoyait constamment dans cette direction. Donc visiblement il y avait quelque chose qui était entre nous, et qui à terme a abouti à ce que je m'intéresse aux collections, mais ça ne signifiait pas du tout que j'avais le moindre envie, ni quoi que ce soit, de parler des musées. Il y avait déjà un obstacle. On ne peut pas parler des musées vraiment sans parler des musées d'art. Et moi, je craignais surtout, plus que tout, de piétiner les plates-bandes des historiens d'art. À l'époque, d'ailleurs, c'était encore l'époque, ça a changé beaucoup. Ensuite, les relations entre les historiens économiques et sociaux, nous autres, les gens des annales, et les historiens d'art n'étaient pas très excellentes, fondamentalement parce que les historiens étaient beaucoup plus puissants dans la lutte pour les crédits auprès des différentes instances qui les distribuaient. Je suppose que c'était ça la vraie raison. Toujours est-il, qu'on me disait toujours, mais fais attention, surtout, ne touche pas, ne t'engage pas, parce que ça va provoquer des conflits. En fait, ça s'est passé d'une toute autre manière, parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un dont je suppose les souvenirs existent dans cette maison, Antoine Schnapper, qui a joué un rôle déterminant en me commandant un article pour la Revue de l'Art. Je me suis exécuté, et en m'encourageant constamment, mais allez-y, foncez, faites, voilà. Cela dit, j'ai travaillé sur les collections et les musées sont arrivés assez tard dans cette affaire. Assez tard, ça veut dire quelque part vers les milieux, je pense que vers les milieux des années 90, je savais que je n'y couperais pas. J'avais toujours l'espoir que peut-être je réussirais à faire autre chose, mais ça s'accumulait. Il y avait des dossiers que j'ai réutilisés ensuite, évidemment. Ces livres à une longue gestation. Et puis, les encouragements des Pierre Nora ont été aussi pour quelque chose. Bref, grosso modo, à partir de ça, le vrai début de ces livres doit se situer quelque part 20 ans avant l'apparition du premier volume. Donc, j'avais déjà un énorme matériel accumulé de toute manière. J'ai commencé encore en Pologne. Et donc, petit à petit, il y a quelque chose qui a commencé à se dessiner dans ma tête, et qui était justement une histoire comme celle-ci. Bon, ça a mis encore pas mal de temps pour se matérialiser.
Vous parliez du travail de l'historien, le travail en archives aussi, on imagine, la constitution des dossiers. En tant qu'historien des musées, puisque c'est ce que vous êtes devenu, mais vous vous êtes imposé aussi dans ce champ, j'aimerais que vous nous disiez ce que la fréquentation des musées apporte à la construction de votre objet de recherche. Quand vous allez dans un musée, est-ce que vous êtes comme le visiteur qui vient découvrir les œuvres, ou bien comment est-ce que votre objet de recherche vous rattrape, vous tire en quelque sorte par la manche et vient vous solliciter? C'est une bonne question à laquelle il n'est pas facile de répondre, parce que, évidemment, surtout quand je suis la première fois dans un musée, et en plus, dans ce musée, il y a des chefs-d'œuvre, leur présence est à tel point écrasante qu'elle vous laisse peu de temps pour réfléchir, par exemple, à l'accrochage, par exemple à l'organisation de la salle, à la présence ou non des sièges, à toute une série de choses extrêmement importantes pour le fonctionnement d'un musée qui sont très terre à terre en fait. Mais pour répondre à votre question, je me souviens, et ça je pense c'était aussi un moment de déclic, c'était il y a très très longtemps, au cours de mon premier ou deuxième voyage aux États-Unis. J'étais à la National Gallery donc d'abord absolument admiratif devant ce qu'on lui donnait à voir, sans connaître à l'époque l'histoire de la galerie et de la collection qui est passionnante. Et tout à coup, un tableau italien du XVe siècle, j'ai un trou de mémoire concernant le nom de l'auteur, mais ça n'a pas d'importance, m'a frappé. Il était seul sur les murs. Et je crois que c'était la première fois de ma vie que je commençais à réfléchir à l'accrochage, en commençant à tourner entre ces tableaux et les autres, en regardant les tableaux qui étaient plusieurs sur un mur, et en me demandant quel effet ça donne et comment, si je peux utiliser un tel terme, on chef-d'œuvrise une œuvre en l'exposant de cette manière. C'était peut-être la première fois que je commençais à penser au musée et non pas tout simplement à prendre plaisir à regarder les œuvres ou éventuellement peut-être à m'intéresser à certaines œuvres, mais justement aux œuvres et non pas au musée. Et c'est petit à petit, parce que ce n'est pas facile, que j'ai développé cette sorte d'approche qui fait que aujourd'hui, quand j'arrive dans un musée, j'essaie très attentivement de distinguer la partie plaisir, les regards sur les œuvres, et la partie, si je peux dire, business, c'est-à-dire regarder les musées. Les musées. Et à commencer par, comme je dis, les choses les plus terre-à-terre. J'ai dit un jour dans un cours que je faisais à l'école du Louvre que les problèmes du musée commencent dans les toilettes. Et en effet, quand vous voyez parfois les musées où il y a des toilettes en bas et 3 étages à visiter, et les parcours que font les gens, parce qu'il faut aussi apprendre à regarder les publics, et parfois même à consacrer un regard posé sur les publics. Donc, si vous voulez, mais trouver l'équilibre entre les deux est assez difficile. Oui. Parce que les œuvres exercent une sorte d'attraction qui font qu'il est très difficile de s'en détacher. Je comprends ça. Quand je visite parfois des musées avec des collègues conservateurs de musées, on me parle toujours des cartels, des légendes et assez rarement des œuvres finalement, quand je suis avec ces collègues. Ah bon, non, mais ça se comprend très bien parce que les cartels, c'est absolument essentiel.
Donc, je peux parler très longuement des cartels. Mais d'habitude, quand même, les gens, dans les musées, surtout si c'est un musée vraiment où tout est très bien, c'est-à-dire parce que les gens réagissent aux cartels quand les cartels sont mal rédigés, illisibles, quand ils sont placés dans des mauvais endroits. D'habitude, quand tout se passe d'une manière, si je peux dire, lisse, les gens ne s'aperçoivent même pas qu'ils les lisent. Et c'est en fait l'idéal, évidemment. Mais ça signifie un énorme travail sur la rédaction du cartel lui-même. C'est toute une poétique assez spéciale qu'il faut maîtriser. Et tout, depuis la couleur du papier jusqu'à les lettrages, qui est essentiel. Donc, un cartel, c'est une petite œuvre en soi. C'est joli. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'économie générale de votre ouvrage. C'est un ouvrage qui va se déployer à terme en 3 volumes. Un volume est consacré à la période qui précède la Révolution française, 1789. Un volume est sera consacré à la fin du XIXe siècle et nous amènera jusqu'à la période contemporaine. Et un volume entier, le deuxième, traite en fait d'une cinquantaine d'années, à peu près d'un demi-siècle, ce que vous appelez l'ancrage européen des musées. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces 50 années, en quoi ce demi-siècle est à ce point fondamental qu'il justifie qu'on l'individualise si clairement dans l'économie globale de votre ouvrage? Évidemment, dans ce que je veux dire maintenant, il y a un peu de ce que nous appelions, quand nous étions jeunes, fabriquer de l'idéologie. Cette division en 3 volumes et non pas en 2 par exemple est due aussi à des contraintes éditoriales. Je ne voudrais pas les cacher parce que c'est la vérité. Cela dit, je pense en effet que le vrai tournant, c'est la Révolution française, d'une certaine manière. C'est-à-dire, le vrai tournant s'est produit, oui, avec la Révolution française et tout ce qui se passe, parce que Napoléon, ce qu'on lui reproche beaucoup, et parfois à juste titre, parfois non, a refabriqué l'Europe continentale. Elle est sortie très différente de cette aventure qui commence bien, d'ailleurs avant Napoléon, et qui commence avec les premières conquêtes des armées révolutionnaires, donc la Belgique, la doctrine délirante, comme l'appelait mon ami Édouard Pommier, qu'il me plaît de citer, des œuvres d'art qui ont leur patrie en France, parce que la France est la patrie de la liberté, ce qui était une remarquable justification du pillage organisé à une énorme échelle. Mais le résultat, c'est que cette Europe qui sort de la période des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, grosso modo 25 ans, disons, en arrondissant un peu, c'est une Europe très différente, et entre autres, et on les voit bien d'ailleurs sur les cas allemands remarquablement étudiés par Bénédicte Savoy. Entre autres, c'est une Europe où désormais les populations demandent les musées. Et demandent les musées ouverts d'une manière relativement large. Comme d'une manière relativement large, parce que c'est très très relatif quand même, a été ouvert le Louvre, que quiconque a les moyens de venir à Paris pendant cette époque vient visiter, et qui reste gravé comme une sorte d'exemple et de modèle dans les esprits des gens qui l'ont visité à l'époque et plus tard aussi. Il y aura une légende du Louvre qui, d'une certaine manière, dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce de quoi parle ce deuxième volume, c'est d'une certaine manière, c'est de l'impact de ce séisme qu'était la Révolution française
dont les ondes des chocs se propagent ensuite à travers les continents, en subissant évidemment différents changements en chemin faisant. Un sismologue dirait que ça dépend aussi de la nature des roches par lesquelles elles passent. Ici, ça dépend des institutions des pays sur lesquels cet impact s'exerce. Mais tous ces volumes, jusqu'à 1850, c'est la période où c'est l'onde des chocs de la Révolution française qui organise les paysages muséals européens. Jusque, et y compris la Grande-Bretagne, où on n'a pas réussi à envoyer nos armées, mais où l'exemple du Louvre reste comme une sorte de remords aussi longtemps que nous n'avons pas à Londres de quelque chose de comparable. Bon, ce sera créé dans les années 20, ce sera la National Gallery. Cependant que British Museum, qui inspirait les Français, par ailleurs, donc, il y a ici des jeux assez complexes, mais en tout cas, ce qui unit cette période, c'est qu'elle assimile, modifie les effets de la Révolution française. À partir de 1850, c'est un tout autre événement qui va provoquer un impact sur le monde des musées. Ce sera la grande exposition universelle de toutes les nations, Londres 1851, et les musées qui sera créé dans son sillage, c'est-à-dire le South Kensington Museum de Sir Henry Cole, aujourd'hui Victoria and Albert Museum. Donc, qui deviendra pour au moins 50 ans une référence. Dans le projet global de votre ouvrage, vous avez réservé une place particulière aux musées américains. L'histoire des musées américains est moins abordée dans cette partie-ci qu'elle ne le sera plus tard, en remontant jusqu'au XVIIIe siècle. C'est ce que vous annoncez dans le plan. Il y a vraiment une voie particulière, un chemin particulier des musées américains? Il y a une voie particulière. Il y a aussi que pour des raisons, comment dirais-je, de logique compositionnelle, je voulais respecter, c'est peut-être l'héritage des annales, mais j'étais très attentif à respecter les unités géographiques. Et donc, comme dans ce volume, c'est la division en pays qui joue, d'une certaine manière, c'est pas exactement vrai. Dans le troisième volume, c'est la division en continents presque. Et donc, en plus, en effet, il y a une voie assez particulière des musées américains. Et donc, la morceler, par exemple, et la répartir serait à mon avis une absurdité, même si ça complique un peu l'écriture de l'ensemble, surtout vers la fin. La spécificité des musées américains, c'est que d'abord, et pendant une assez longue période, ils se développent à la différence de tous les pays européens. Sans aucune aide de l'État. Tous les musées européens, ça changera ensuite au cours du XIXe siècle, mais au départ, les musées européens sont essentiellement des créations étatiques. À la rigueur, des musées, des associations, avec la bénédiction des autorités municipales. Mais ça, c'est le cas italien surtout, c'est peu présent ailleurs. Aux États-Unis, une interprétation assez restrictive de la Constitution américaine qui a cours pendant fort longtemps fait en sorte que le Congrès, la majorité du Congrès considère qu'elle n'a absolument aucun droit
de financer des institutions culturelles. Alors, quel était l'arrière-plan de ça? C'est assez compliqué. Il y a certainement une sorte d'égalitarisme républicain qui est très présent dans les premières périodes des États-Unis. C'est ce qui s'appelle la démocratie jeffersonienne, puis jacksonienne. Il y a l'attitude puritaine très, très réservée à l'égard des œuvres d'art en particulier, mis à part la peinture hollandaise, les paysages, les natures mortes, mais dans la peinture italienne, c'était soit trop papiste, soit trop libertin. Ni l'un ni l'autre ne leur convenait au départ. Bref, dans ces climats, les musées sont, pendant très longtemps, soit l'œuvre des associations qui réussissent ou ne réussissent pas à trouver les fonds pour les pérenniser, soit des individus qui, en général, ne réussissent pas à pérenniser leur musée après leur mort. Mais en même temps, cette origine fait que le musée est une institution beaucoup plus démocratique aux États-Unis dès le départ qu'il ne l'a jamais été en Europe. Et lorsque, petit à petit, les États fédérés, pas encore l'État fédéral, ou dans certains cas les villes, vont commencer à accorder des aides à ces musées, on leur donne des terrains, on leur donne, on les libère du paiement des impôts, par exemple. Avant d'en venir à subventionner carrément, il y a ces stades. Et puis, il y a un événement qui se passe, qui est absolument central dans toute l'histoire des musées des États-Unis, c'est que James Smithson, qui n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis et dont il ne semble pas qu'il ait jamais rencontré de sa vie un seul Américain, laisse toute sa fortune dans le cas de l'extinction de sa famille sans descendance au peuple des États-Unis pour créer une institution sous le nom de la Smithsonian Institution pour la création et promotion du savoir parmi les hommes. Il y a un petit procès qui est assez rapidement réglé devant les tribunaux britanniques et les États-Unis. Il y a un problème, est-ce qu'on doit accepter ces legs? Ça provoque déjà un énorme débat au Congrès, mais en fin de compte, ce sont les partisans de l'acceptation du leg qui gagnent la bataille. Cette somme arrive, et c'est une somme pour l'époque énorme, arrive donc à être déposée dans la monnaie de Philadelphie, et le Congrès doit décider ce qu'on en fait. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, créer une institution pour la forged production, je ne me souviens plus en ce moment du terme exact, mais en tout cas qui doit produire du savoir et qui doit propager le savoir. Ce débat prendra beaucoup de temps au Congrès. Entre la mort de Smithson, il y a, je crois, 20 ou plus qui se seront passés. Mais en fin de compte, ils vont accoucher de cette institution extrêmement étrange et étonnante qu'est la Smithsonian. Et là commence une deuxième bataille parce que les gens à qui est confié le destin de la Smithsonian ne veulent surtout pas des musées parce qu'ils savent très bien que ça va coûter, que c'est un puits sans fond, et eux, ils voudraient consacrer cet argent surtout à la recherche. Ça ne marche pas comme ça. Le Congrès est très clair dans ses exigences. Et c'est comme ça que, tout à coup, le Congrès des États-Unis se trouve embarqué dans une affaire dont la finale, aujourd'hui, c'est que la Smithsonian a 19 musées. Et qu'évidemment,
ça ne marche pas autrement. Les congrès doivent périodiquement leur attribuer des subventions, bon, ce qui aujourd'hui ne crée plus des problèmes de principe, juste les problèmes habituels. Et c'est là un tournant. C'est là un tournant qui, quand on y ajoute encore un deuxième événement, qui est la guerre de sécession, ça s'est produit avant la guerre de sécession. Nous sommes, grosso modo, dans les années 40, avec la création de la Smithsonian. Mais après la guerre de sécession, la richesse des États-Unis devient quelque chose qui n'a vraiment aucun équivalent au monde à l'époque. Et donc les congrès aussi se trouvent capables de largesses que dans cette modeste république fédérale à ses débuts, qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Oui. Ça va avoir des effets énormes, même si évidemment les grands musées américains, que ce soit Metropolitan Museum, que ce soit American Museum of Natural History, que ce soit le Museum of Fine Arts de Boston ou le Chicago Art Institute, sont tous des créations sociétales. Ils ne doivent rien à l'État, sauf justement les terrains, sauf justement toute une série de choses quand même non négligeables. Non négligeables. Les terrains, le Central Park de New York était l'objet d'une vraie bataille pour qu'on y construise les musées, mais on les a construits. En vous posant cette question, on a déjà anticipé un petit peu sur le plaisir qu'on aura à lire la suite de votre histoire. Je vais peut-être me permettre de nous amener encore plus près du présent, vraiment dans la période contemporaine. Et vous avez dit il n'y a pas très longtemps, c'était un entretien que vous avez accordé, j'ai des doutes sur la compatibilité du musée et l'exigence écologique. Ça nous renvoie un petit peu à ma question d'ouverture finalement et à ce que sera demain le musée, mais ça nous renvoie aussi à une difficulté plus essentielle que la crise pandémique que nous avons vécue aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu pour nous quels sont pour vous ces doutes en fait ? Oui, c'est-à-dire en réfléchissant à la situation des musées à la sortie de la crise pandémique, je me suis tout à coup rendu compte que la situation est encore bien pire que je ne l'ai pensé. C'est-à-dire, la crise pandémique a remis en question les modèles du fonctionnement qui était opérationnel depuis grosso modo les années 50 ou 60, ça dépend. Aux États-Unis, ça commence dans les années 50, en Europe, ça arrive un peu plus tard, et qui peut se résumer très facilement en disant que les grands musées deviennent encore plus grands, les petits musées deviennent moyens, les moyens deviennent grands, et il y a toujours plus de visiteurs, toujours plus d'objets dans les collections, donc toujours plus d'espace. Ces collections, il faut bien les déployer. Et ces gens doivent quand même avoir les conditions de les voir. Et donc, des bâtiments sont de plus en plus grands. Et ça marche comme ça jusqu'à quand on s'est posé déjà cette question, en se demandant est-ce qu'on va... l'expansion du Louvre, bon, elle s'est faite un peu autrement. Il y a Orsay qui est à côté, mais en fait, Orsay, c'est juste un prolongement du Louvre, rien d'autre. Mais regardez Hermitage, qui est de ce point de vue-là tout à fait étonnant, dont la superficie a augmenté, je ne sais pas de combien, au cours des dernières années. Les gouvernements de la Russie, ayant beaucoup de tendresse avec tous les mal qu'on puisse dire de M. Poutine, c'est un homme de Saint-Pétersbourg et il a les yeux de chimène pour Hermitage. On ne lui refuse rien. On lui a même donné les bâtiments, l'ancien bâtiment de l'état-major général.
ce qui était une chose difficilement concevable il y a peu. Donc, il y a eu cette croissance et ces modèles-là viennent de se fracasser, à mon avis, sur la pandémie. On aura maintenant à s'adapter à une situation tout à fait différente, non seulement pour des raisons directes, mais pour des raisons indirectes, c'est-à-dire il y a tous les problèmes du transport aérien, tous les problèmes de l'hôtellerie, des voyages, etc., etc. Je ne suis pas sûr que nous reviendrons jamais aux années bénies 60, 70, 80, de ce point de vue-là. Et puis, il y a cette deuxième chose dont vous venez de parler. L'idéologie écologiste qui est en train de devenir, petit à petit, elle ne l'est pas encore, l'idéologie dominante de nos sociétés. C'est une idéologie dont la vision de l'avenir est une vision d'apocalypse. Ça peut être une apocalypse peut-être étirée dans le temps, peut-être pas brusque, c'est pas l'explosion d'un volcan, mais c'est un travail plus lent, mais pas très lent, parce que tout ça entre dans l'horizon des prévisibilités des générations qui sont déjà là, mais c'est une vision qui doit aboutir en fait à une société frugale, très peu dépensière, et à une société qui, à vrai dire, ne peut pas investir dans l'avenir parce que l'avenir ne peut pas être meilleur que le présent. C'est-à-dire, l'idéologie écologiste représente l'exact contraire de l'idéologie du progrès telle qu'elle était à la grande époque, enfin depuis le XVIIIe, XIXe siècle, et qui est restée sous forme de l'idéologie de la croissance. On ne parlait plus du progrès. Nous avons perdu toute illusion sur le perfectionnement moral du genre humain, qui était très cher à Condorcet, mais restait encore la croissance. L'idéologie écologiste liquide la croissance. Est-ce qu'on peut imaginer les musées dans un monde sans croissance? Est-ce qu'on peut imaginer les musées dans un monde où en tout cas, que deviendront-ils? Je n'en sais rien, mais je crains que leur adaptation à ce monde-là risque d'être extrêmement difficile et aboutir à des changements que nous avons de la difficulté à imaginer. Il y a peut-être encore une question sur l'actualité des musées que j'aimerais vous poser. En fait, il est assez facile de trouver dans la presse des actualités qui concernent presque quotidiennement des musées. En l'occurrence, hier, le 11 mai, il a été annoncé que le musée mémorial du terrorisme, en rapport avec les attentats de 2015, prendrait place à Suresnes, sur le site de l'ancienne école en plein air. Est-ce qu'on ne demande pas peut-être trop aussi au musée? Est-ce que pour vous, peut-on vraiment faire musée de tout? Il se trouve, et ça aussi risque à mon avis à terme de changer, mais pour le moment nous en sommes encore là, que nos sociétés, depuis les milieux du XIXe siècle à peu près, considère que la mise au musée, c'est une sorte de consécration suprême. Une œuvre d'art est vraiment consacrée quand elle est muséalisable, au moins, voire carrément muséalisée, et les personnalités sont consacrées de cette même manière. Donc ça commence même pas au milieu du 19e siècle, ça commence dans les années 30 du 19e siècle. Et les événements le sont aussi. Et donc il est extrêmement difficile de s'arrêter sur ce chemin. On a déjà tant fait qu'il n'y a aucune raison de refuser de faire encore quelque chose. Je ne suis pas sûr personnellement qu'il faille faire au musée du terrorisme,
mais vous avez une pression des victimes et de leurs familles sur les pouvoirs politiques. Le pouvoir politique, c'est une chose qu'il peut faire. Et donc, il a toutes les raisons de le faire de son point de vue. De toute manière, l'horizon des hommes politiques ne dépasse pas la période des élections, mettons encore une élection de plus. Et quand adviendra-t-il de cela à long terme? Ce n'est pas la question qu'ils ont l'habitude de se poser. Évidemment, à un certain moment, il faudra se poser la question combien de musées peut-on entretenir? Je me souviens d'une discussion, il y a des années de cela, avec Madame la maire d'une petite ville ou village alsacien qui avait déjà 2 musées et on voulait en créer un 3e. Et elle était très étonnée, elle s'est adressée à un groupe de personnes supposées être des experts en la matière qui, d'un cœur presque unanime, lui ont dit « mais surtout ne le faites pas ». Mais évidemment, combien une petite localité alsacienne, aussi opulente soit-elle par ailleurs, et agréable, et coquette, et proprette, et tout ce que vous voulez, peut-elle entretenir des musées? C'est une charge dans le budget local. Combien de musées peut-on avoir dans un pays comme la France? Ou dans un pays comme les États-Unis? Mais les Américains, de ce point de vue-là, ont une attitude plus saine. Quand ils voient que ça ne marche pas, ils ferment. Nous sommes dans une situation un peu différente en France. Donc, dans ce monde, encore une fois, écologiste, comment ça peut fonctionner? Merci pour votre réponse. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on écoute peut-être des questions qui vous sont posées. Mais les objets eux-mêmes dictent tout. Dictent l'espace, dictent les publics. Ce ne sont pas les mêmes publics. Et vous vous adressez à eux de manière différente. Dans un musée d'art, pour prendre cet exemple, il est peut-être illustratif. Il est assez rare, et c'est plutôt à l'occasion des expositions temporaires, qu'on introduit les visiteurs un peu dans la cuisine de l'art. Dans les expositions temporaires, on expose les radiographies, les photos en lumière rasante, enfin bon... parfois, en tout cas, on ouvre ces coulisses. Dans un musée de sciences tel qu'il s'est développé, surtout depuis les musées de Munich d'Oskar von Miller, il est entendu que c'est exactement ce qu'on montre. On montre comment les machines travaillent. Dans un musée d'art, il est interdit de toucher. Dans un musée de sciences, il est même carrément demandé de toucher. Si vous voulez vraiment visiter les musées, de toute manière, vous n'aurez jamais le temps de les faire avec tout ce qu'on trouve sur tous les étages. Mais, donc, il y a des attitudes différentes que nous demandons au public dans un cas et dans l'autre. Évidemment, pour ce qui est de la muséographie, c'est-à-dire d'une sorte de mise en scène des objets, ce sont 2 cas de figure très différents. En principe, jusqu'il y a peu, un musée d'art était censé ne pas avoir besoin de muséographie.
Les œuvres d'art parlaient, si j'ose dire, d'eux-mêmes, et on n'avait pas à les mettre en scène. Ça a changé, mais c'est très récent. Lorsque, dans une exposition de la peinture baroque du XVIIe siècle, ces grands rétables, etc., qui a eu lieu au Grand Palais, on a demandé à un scénographe italien qui s'appelait M. Pitti, je crois, et qui les a en effet mis en scène, tous les comptes rendus de l'exposition soulignaient cela comme une innovation. Donc, mais en tout cas, dans les musées des sciences, vous devez mettre en scène vos objets. Sinon, quand vous regardez une machine comme ça, et en plus qui n'est pas en mouvement, bon, ça peut parfois être une assez jolie sculpture, mais ça ne vous dit pas grand-chose de cette machine. Il y a d'abord une sorte de tendance générale, en effet, de transformer tout musée en musée d'art. Et ça se voit, par exemple, dans les musées d'histoire naturelle, avec les dioramas et avec, évidemment, il faut dans chacun qu'il y ait un joli dinosaure qui est en fait, qui prend la place d'une sculpture et qui fonctionne comme une sculpture pour les 9/10 des visiteurs qui ne s'intéressent pas beaucoup à la manière dont s'articulent les os chez un diplodocus. Mais il est grand, il est énorme. Bon, et en général, on les présente d'une manière qui doit, comment dirais-je, susciter la sympathie du public. Il y a un exemple que je ne dirais pas célèbre, mais en tout cas peut-être parmi les professionnels. Les iguanodons de Bernissart, qui sont exposés au musée d'histoire naturelle de Bruxelles, et qui en sont l'objet emblématique, ont été reconstitués dans des poses dont on sait aujourd'hui, c'est ce que j'ai lu en tout cas sous la plume professionnelle, que ce n'est pas exactement la pose dans laquelle ces iguanodons avaient l'habitude de se tenir. Mais on ne peut plus le changer. Le public est très habitué à ces iguanodons. Donc il y a en effet cette tendance à la théâtralisation, il y a une pression que les musées d'art exercent sur les autres types de musées. Et c'est lié probablement, peut-être, il y a tout un travail qu'il faudrait faire là-dessus, à l'évolution de notre manière de regarder les choses. Au fait que une présentation telle qu'elle était dans les musées du XIXe siècle, avec cet énorme entassement d'objets, comme d'ailleurs entassement des tableaux sur les murs, n'est plus tolérable aujourd'hui. Tout simplement, comme si notre perception avait changé. J'ai dit ça avec beaucoup de prudence, mais je crois que c'est ce qui explique un peu cette tendance qu'on observe. D'abord, disons clairement, c'est un principe Europe continentale. Aux États-Unis, il n'existe pas. Aux États-Unis, il est admis qu'on peut désinventariser the accession. Les choses qui sont dans les musées, c'est évidemment entouré de plusieurs clauses de prudence, ce qui n'a pas empêché quelques actes d'imprudence dans ce domaine, bien connu, mais encore une fois, le principe d'inaliénabilité, historiquement, à mon avis, il vient directement de l'idée de l'inaliénabilité du domaine royal,
À partir du moment où la collection est les premiers, dans les cas français, c'est avec l'inventaire de 1683, si mes souvenirs sont exacts, qu'elle entre, si j'ose dire, elle cesse d'être l'affaire privée du roi, elle devient l'affaire de la couronne. Et les biens de la couronne sont inaliénables. Et ils sont inaliénables d'abord et fondamentalement parce que derrière il y a ce processus de grappillement des terres, de l'organisation du domaine royal, du fait qu'on ne pouvait pas permettre que le domaine royal se morcelle. On connaissait quelques exemples étrangers où ça s'est très très mal terminé. Donc, historiquement, le principe d'inaliénabilité, c'est ça. Et maintenant, nous ne pourrons pas maintenir en même temps deux positions. La volonté justifiée dans une importante mesure de restituer un certain nombre d'objets et le principe d'inaliénabilité. D'ailleurs, déjà, il a fallu que l'Assemblée nationale vote la sortie des inventaires des restes humains que la France a rendu, et c'est tout à son honneur, à leurs propriétaires. Donc, ceux qui ont vu l'inoubliable exposition « La mort n'en saura rien », organisée encore dans les bâtiments de la Porte Dorée, avant l'ouverture du Quai Branly, savent que ce sont par ailleurs des objets tout à fait fascinants. Mais il fallait les rendre et on les a rendus. Il faudra rendre d'autres objets. Les Britanniques auront ces problèmes avec les bronzes des Bénin, qui est en train de monter. Nous aurons ces problèmes avec un certain nombre d'objets. Autant je suis partisan d'une discussion au cas par cas, pays par pays, de discussions bilatérales, et comme ça s'ajoute toujours, surtout pas en présence de la presse. Une discussion objet par objet, parce que malgré les tentatives de traiter tout ça un peu en vrac, il y a énormément de cas très très différents et il faut les étudier chacun à part. Mais encore une fois, le principe même des restitutions est incontestable. Incontestable. Et le principe d'inaliénabilité devra s'incliner devant le principe de la restitution. Christophe Pomian, merci. Au cours de cette heure que nous avons passée ensemble, nous avons voyagé dans le temps, nous avons voyagé dans l'espace aussi, nous sommes allés de la Russie jusqu'aux États-Unis, nous sommes passés en Afrique, nous avons parlé de plusieurs pays européens. Le principe de ces conférences, de ces entretiens, est que ce sont des cartes blanches. Est-ce qu'en conclusion, vous voudriez nous dire peut-être un mot sur un musée qui vous est particulièrement cher ? C'est à vrai dire très difficile. C'est très difficile parce que j'ai des souvenirs. Le premier musée que je crois avoir visité dans ma vie, c'était le musée national de Varsovie, reconstruit, remis à peu près en l'état. Nous étions en 1946, on était une année après la fin de la guerre, mais les musées étaient déjà ouverts. Et donc, j'ai évidemment avec le musée national de Varsovie des relations tout à fait spéciales. J'ai ensuite conduit ma fille, quand elle est arrivée à l'âge où on pouvait embêter l'enfant en le traînant dans les musées, en lui faisant regarder les tableaux.
mais ça a laissé des traces quand même dans son éducation. Donc je mettrais en première position le Musée national de Varsovie. Et puis, ma vie était faite de telle manière que le deuxième musée que j'ai pu visiter à loisir, c'était le musée d'art et d'histoire de Bruxelles. Et ça, c'était la découverte de Rubens, notamment, qui a laissé décidément des traces. Et avec lesquels, donc là aussi, j'ai des relations particulières. Et puis, il y a le Louvre, que j'ai visité assez tôt, à 15 ans, où à l'époque, il ne fallait pas faire la queue nulle part, même devant Mona Lisa, et que j'ai visité avec ma mère. Donc, je dirais, voilà, c'est le trio. Varsovie, Bruxelles, le Louvre. Merci à vous. Merci. Pour ce temps que vous nous avez accordé. On aura le plaisir de lire bientôt le 3e volume de votre Histoire mondiale des musées. Et je crois qu'il trouvera peut-être, notamment parmi les élèves de l'Institut national du patrimoine, de nombreux lecteurs. Merci à notre public. Merci, c'est moi. C'est moi qui remercie pour cette occasion qui m'a été donnée. Ce n'est pas toujours qu'on peut parler 1 heure d'un livre devant un public, qu'en plus qui s'y connaît. Ça nous fait plaisir. Donc, merci. Je voudrais remercier aussi mes collègues de l'Institut national du patrimoine, du Centre de ressources documentaires, du secrétariat général, de notre direction des études, chargée des manifestations scientifiques, qui ont préparé cet entretien avec moi, et remercier également notre vidéaste, grâce à qui ces images pourront être conservées et diffusées de nouveau, et grâce à qui votre parole pourra de nouveau être partagée. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. C'était une carte blanche de l'INP. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur la médiathèque numérique de l'Institut national du patrimoine, médiathèque-numérique.inp.fr.